Yo, salut les débrancheurs d'électrodes, bienvenue sur la clinique, bienvenue dans ce nouvel épisode de la WWE dans la nuit des temps. Nous sommes aujourd'hui pas le 27 mais le 26 août 2020 et il y a quasiment 30 ans jour pour jour, nous avions eu le SummerSlam 1990. Alors pourquoi c'est pas jour pour jour? C'est parce que demain, le 27 août, eh bien, je vous mets la review de SummerSlam 2000. Priorité au 2000 le jour même, voilà, c'est pour ça que je l'ai décalé à aujourd'hui. On est en direct du Spectrum de Philadelphie, nous sommes devant 19 304 spectateurs. Le pay-per-view à l'époque avait été acheté 507 000 fois, ce qui est une baisse plutôt considérable par rapport au SummerSlam 1989, dont vous trouvez évidemment aussi la review dans la playlist WWE dans la nuit des temps. Le SummerSlam 1989, à l'époque, avait été acheté 625 000 fois, donc grosse baisse d'une allée sur l'autre. Si le SummerSlam 89 était vraiment top, celui-ci, il est quand même, allez, on va dire très moyen, au mieux, très moyen, porté par deux matchs avec seulement un d'entre eux qui atteint les 3 points de suture. Donc niveau divertissement et autres, c'était relativement faible quand même. Le DVD de ce SummerSlam, il ressemble à ça. Tac. Petite tranche. Sympa. Voilà. À l'intérieur, c'est l'original des tags classiques qui étaient vendus à l'époque sur Silver Vision. Et donc, on va se lancer dans la review maintenant. Le main event, ce sera l'Ultimate Warrior contre Rick Rude en cage, et l'autre gros match du show, c'est le match au meilleur des 3 tombées entre les Démolitions et la Hart Foundation. Petite note, c'est que le dark match du pay-per-view, donc le match qui n'a pas été diffusé, donc comme ça pour le public, pour les chauffer, on va dire, un amuse-bouche, avant-garde, levé de rideau, c'était Shane Douglas contre Buddy Rhodes, et ce soir, aux commentaires, nous avons une équipe entre guillemets inédite par rapport aux différents pay-per-view que j'ai déjà reviewé pour vous sur la chaîne, c'est Vince McMahon et Roddy Piper. Dans cette review, on va se focaliser essentiellement sur les combats et je vais vous passer les millions d'interviews qu'il y a entre tous les matchs. Même sur la fin du pay-per-view d'ailleurs, c'était carrément trop. On avait presque 10 voire 15 minutes d'interviews, de segments, de trucs entre chacun des derniers matchs. Donc ça c'était trop. Catch, on va se focuser là-dessus aujourd'hui. Le premier combat de la soirée, Power and Glory. Hercule et Paul Roma contre les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty, 6 minutes, 1 point de suture et demi, dans ce petit match qui finalement était un match handicap, car Shawn Michaels s'est fait défoncer la gueule au début du combat, et ils ont réussi, les Power and Glory, à le garder à l'extérieur du ring pendant tout le combat jusqu'à ce qu'ils battent Marty Jannetty. À un moment, on a un military press d'Hercule, en tout cas il essaye de soulever Marty Jannetty, sauf que Marty Jannetty, au lieu de prendre appui sur les épaules, car quand on se fait prendre un military press, on pousse pour aider le mec sur les épaules, sauf que lui, il poussait sur le coude. Donc au moment où l'autre essayait de le soulever, il lui poussait le bras vers le bas. Donc forcément, ça ne marchait pas. Shawn Michaels, quant à lui, il se fait complètement ken à chaque fois qu'il tente de revenir sur le ring. Et je me dis à ce moment-là que ça sent vraiment la victoire de Shawn Michaels qui va revenir de manière triomphante pour gagner pour son équipe. Mais en fait, non. C'est simplement un gros squash 2 contre 1. Et les gens, finalement, à ma surprise, pop quand même. Alors c'est vrai qu'on est à Philadelphie et on va voir que c'est quelque chose qu'on va avoir plusieurs fois dans le show. Le public pop quand même pour la victoire des Heels lorsqu'ils battent Marty Jannetty. Ce match, il sert à mettre over la team de Power and Glory qui est tout fraîchement créée, mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire d'une manière un petit peu différente, ne pas se mettre forcément dans une configuration de match handicap. Alors je me demande, est-ce que c'était peut-être pour ne pas nuire aux Rockers, mais je pense que les Rockers n'auraient pas non plus été décrédibilisés entre guillemets s'ils avaient fait un match normal qu'ils avaient perdu. Deuxième combat pour le titre intercontinental, 5 minutes, un petit point de suture entre Mr. Perfect, le champion sortant, qui perd son titre face à Kerry Von Erich, le Texas Tornado. Dans ce match, on notera que l'arbitre, c'est Mike Chioda, qui a récemment été viré, mais donc il était déjà là il y a 30 ans. Kerry Von Erich, lui, il gagne en 5 minutes avec le claw, cette espèce de grappin au cerveau, suivi de son gros punch. Donc c'était une sorte de squash amélioré pour le plus grand bonheur de la foule, ça c'est sûr, mais qui me surprend un tout petit peu, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que bon, Texas Tornado, il est arrivé il y a 1 mois à peine à la WWE, donc il lui fallait tout de suite une grosse victoire pour rentrer dans le vif du sujet, même si les mois qui viennent ne vont pas forcément lui réussir énormément et que malheureusement il mettra fin à ses jours en 1993, donc on est sur les débuts de Texas Tornado, mais on est aussi, début à la WWE, mais on est aussi sur la fin de sa carrière, en tout cas sur la pente descendante. Ensuite, on a Sensational Sherry qui est dans le ring et qui va affronter Saphir. On se souvient que lors de WrestleMania 6,
Review disponible bien entendu dans la WWE dans la nuit des temps. Nous avions eu Saphir et Dusty Rhodes contre le Macho Man et Sensational Sherry. Sauf que là, la musique de Dusty Rhodes sonne, mais Saphir ne viendra pas. Et finalement, eh bien, c'est Sensational Sherry qui gagnera le match par forfait. On va voir un petit peu plus tard dans le show pourquoi ceci est important. Tito Santana contre le Warlord, 5 minutes une fois de plus. Un demi-point de suture, je voulais pas dire que c'était une piscine de chiasse parce qu'il y a quand même de l'ambiance. Il y a aussi une fois de plus à Philadelphie la foule qui pop lorsque le Warlord gagne avec son Power Slam. Le Warlord et le heel. Donc pour 1990, c'est toujours beaucoup plus surprenant qu'en milieu des années 90, voire à la fin. C'est pas non plus qu'ils ont encouragé vraiment le Warlord, mais lorsqu'il gagne, il y a quand même un certain nombre de gens qui, dans le public, se lèvent et pop et acclament cette victoire. Mais sinon, rien à signaler, hein, c'était un match lent où il se passe rien. Typiquement, j'ai envie de dire que c'était un match de superstar lorsqu'il y avait un affrontement entre deux vrais catcheurs et pas juste une star contre un jobber. Mais ça n'a pas forcément sa place en pay-per-view à SummerSlam. C'est vrai que pour le moment on enchaîne des trucs qui sont pas forcément folichons, mais c'est peut-être pour en garder un petit peu sous le coude parce que maintenant on va rentrer dans le meilleur match du show. Le match par équipe au meilleur des 3 tombées entre Démolition et la Hart Foundation. La Hart Foundation qui va remporter le combat après avoir perdu le premier tombé. Le match dure 14 minutes et c'est le seul qui va atteindre les 3 points de suture dans ce pay-per-view. Le premier tombé est bien, et la foule explose de joie après le Russian Leg Sweep de Bret Hart, car elle était persuadée que c'était la fin, mais en fait non. C'était simplement un dégagement, c'est vrai, in extremis. Donc on commence à construire une vraie frustration, j'ai envie de dire, au niveau du public, une frustration qui va se concrétiser lorsque les Démolitions vont remporter le premier pin. Ce pin, ils le remportent avec leur finish et on enchaîne immédiatement sur le deuxième pin qui lui sera, enfin le deuxième tombé qui sera remporté par la Hart Foundation, mais de manière un petit peu spéciale. Vous allez voir pourquoi. Dans ce match, Roddy Piper au commentaire nous dit que le plus important c'est de gagner le premier pin. J'ai envie de dire que ça dépend, parce que par exemple le Racing Club de Strasbourg en foot, ils sont toujours vachement meilleurs dans l'adversité. Lorsqu'ils ouvrent la marque, il y a toujours cette épée de Damoclès qui pèse un petit peu sur l'équipe en se disant ils vont se faire rattraper au score, voire perdre, alors que quand le Racing prend un but, et ben c'est toujours là qu'ils arrivent à se sublimer et remporter les matchs importants. Donc pas forcément d'accord avec Piper. Dans le deuxième tombé, c'est un petit peu comme dans le premier. À un moment, on a un gros comeback de Jim Neidhart qui nous fait un power slam. Je sais plus si c'est sur Smash ou Crush, mais en tout cas, il obtient une pop immense lors du dégagement du Démolition parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient revenir à un partout. Mais non. Et lorsqu'il y a le dégagement, d'ailleurs, la foule comme c'est pas possible. Ensuite, la Hart Foundation porte son Heart Attack. Et là, en fait, il y a le pin et Crush intervient. Il soulève l'arbitre juste avant qu'il tombe, qu'il compte le compte de 3. Alors on peut se dire un petit peu que c'est de la merde d'éviter de perdre par pinfall au détriment d'une disqualification ou l'inverse, disqualification, bon, on s'en fout. Mais à ce moment-là, je me dis que l'idée, je pense que c'est peut-être que justement la Hart Foundation gagne les titres dans le troisième tombé avec leur finish, le Heart Attack. Entre le deuxième et le troisième tombé, il y a Axe, le troisième des Démolitions, qui vient se planquer sous le ring. Et après, par contre, j'ai trouvé ça vraiment ridicule, parce qu'il va remplacer Smash dans le troisième pin, et l'arbitre est censé ne pas le reconnaître, quoi. Et Vince McMahon au commentaire, il nous dit aussi, ah ouais, on les distingue pas trop, mais lui, par exemple, je le sais, hein, ça c'est Axe. Mais sérieux, les gars, quoi, vous pensez vraiment... Enfin, on fait passer l'arbitre pour un demeuré complet de pas pouvoir distinguer Axe and Smash, quoi. Surtout que c'est l'équipe d'origine des Démolitions, donc il les a vus catcher, il les a arbitrés pendant des années, quoi. Ensuite, il va y avoir les Legion of Doom qui interviennent, qui vont débusquer Axe, qui s'était de nouveau planqué sous le ring. Il faisait des petits allers-retours entre Axe and Smash. Et ensuite, la Hart Foundation va finalement gagner, non pas avec le Heart Attack, comme je le pensais, mais avec un espèce de combo Schoolboy coup d'épaule, comme ça. Évidemment, la foule éclate de joie. Et la Hart Foundation remporte les titres par équipe. Bad News Brown contre Jake the Snake Roberts, 5 minutes, un petit point de suture pour la foule et Jake Roberts, mais sinon,
une fois de plus, un match qui sert... Enfin, on est un peu dans un pay-per-view piscine de chiasse, hein, quand même. En plus de ça, honnêtement, dans ce combat, tout est pourri. L'histoire, l'action, le truc, et l'arbitre spécial. L'arbitre spécial, c'est le Big Boss Man. Big Boss Man qui est babyface à l'époque. Donc il n'y a aucune intrigue, il n'y a aucune tension lorsque l'arbitre spécial est un arbitre résolument face. Parce qu'il n'y a pas de... Alors, éventuellement, au début, je m'étais dit, ah bah tiens, il va faire un heel turn, qui justifierait le fait qu'il y ait un face en arbitre, mais non, même pas de heel turn, rien. Tout se passe bien, tout le monde rentre à la maison complètement content. Et le match, c'est Jake Roberts qui le remporte sur disqualification lorsque Bad News Brown le frappe au bide avec une chaise à l'extérieur du ring. Voilà. Ensuite, on a un segment avec Brother Love et le Sergent Slaughter qui revient à la WWE après un premier run. Il avait fait un run en 1980-81 qui d'ailleurs nous avait donné un bain de sang absolument génial au Madison Square Garden lorsque Sergent Slaughter avait affronté Pat Patterson. Mais là, on est 10 ans plus tard. Il revient. Entre-temps, il a fait ses armes surtout à la AWA avec son côté toujours très patriotique. Et il revient en heel. Et c'est vrai qu'on est au tout début de la guerre du Golfe, il vient d'y avoir l'envahissement du Koweït par l'Irak, je crois. Donc là, en fait, tout simplement, dans sa promo, Sergent Slaughter, il nous dit que, eh bien, il est anti-américain, il soutient Saddam Hussein, qu'il n'est pas capable de prononcer d'ailleurs, hein, bonjour les Américains. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va camper son nouveau personnage à la WWE en tant que heel militaire. Et c'est vrai que son parcours, c'est un parcours qui va être rapidement pushé parce que à WrestleMania 7, il va affronter Hogan pour le titre. Ensuite, les Orient Express contre Jim Duggan et Nikolai Volkov, qui n'est plus russe. Maintenant, il arbore fièrement un drapeau américain. 2 ou 3 minutes le match. Allez, je veux dire un demi-point de suture, une fois de plus pour la foule, l'ambiance, etc. Mais sinon, piscine de chiasse. Piper, d'ailleurs, dans les commentaires, il le dit lui-même. Il ne fait pas confiance à Nikolai Volkov. Au début du match, on a Duggan et Volkov qui chantent God Bless America. C'est horrible, c'est typiquement le truc qui est fait en général par des heels. Et plus je vois Duggan, plus j'en ai marre parce que, ok, il pue la merde, mais je sais pas, c'est peut-être que j'ai eu mon overdose en faisant la review lors des Nitro. Parce que vous savez, donc sur la clinique, il y a donc l'abonnement King of the Ring avec tout ce qui est Monday Night War, qui est vraiment à part, en exclu. Et dans ces Nitro, eh bien, Duggan gagne souvent ses combats en détachant son scotch de protection au poignet, le met autour du poing, comme si c'était un poing américain ou une arme, il frappe les mecs et il gagne avec. Et à chaque fois, ça me fout sur les nerfs, mais comme vous n'avez pas idée. Donc, Jim Duggan, j'en ai eu ma claque. Et je pense que tout ça est peut-être aussi un petit peu induit à ce patriotisme vomitif qui me tape sur le système aux États-Unis. Ensuite, Macho Man Randy Savage contre Dusty Rhodes, 2 minutes. Je vous le dis, c'est une piscine de chiasse, c'est pas possible. Alors avant le match, il y a Ted DiBiase qui arrive, qui fait une promo avec un sac bourré de fric et il est accompagné, je vous le donne dans le mille, de Saphir, l'ancienne copine, on va dire, enfin pas petite copine, amie de Dusty Rhodes. Voilà, donc il l'a acheté, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas pointée pour affronter Sensational Sherry avant. Le match dure 2 minutes à SummerSlam entre Dusty Rhodes et le Macho Man. Putain, mais quelle daube quoi. En plus, Macho Man gagne en frappant Dusty Rhodes avec l'espèce de sac là, de besace de Sensational Sherry. Donc là, je me dis franchement, tu m'étonnes que Dusty Rhodes se soit barré, je crois, 6 mois après, peut-être après le Rumble 91, je crois. Il en est tellement plein le cul de toutes ces conneries. Enfin, Macho Man et Dusty Rhodes en pay-per-view 1 contre 1 et on nous sort cette merde de 2 minutes, quoi. Incompréhensible. Le titre de la WWE entre Earthquake et Hogan, 13 minutes, 2 points de suture. Earthquake, il a fait ses débuts en novembre ou en décembre 1989, il a été directement relativement bien pushé, vous l'avez vu peut-être dans la review du Royal Rumble, où dans le Rumble il est vraiment, représenté comme un monstre indestructible. Dans ce match, il est accompagné de Jimmy Hart et de Dino Bravo. D'ailleurs, parlant de Dino Bravo, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, l'épisode Dark Side of the Ring qui est consacré à sa mort. C'est un des meilleurs épisodes, j'ai trouvé, de cette saison, même des 2 saisons combinées. Donc s'il y a Dino Bravo avec Earthquake, de son côté, Hogan, lui, il a le Big Boss Man. Mais c'est un match 1 contre 1, pourtant, au début du match, il y a des espèces de passages comme ça, à 4, comme si c'était un match par équipe. À tel point, j'étais perdu, à tel point que j'ai re-regardé sur Cage Match le site, voir si c'est bien un match pour le titre de la WWE ou si c'était un match par équipe et que mon cerveau n'ait pas compris un truc. Mais non, c'est bien ça. Donc au début,
comprend pas trop ce qui se passe. Piper dans les commentaires il nous dit que Dino Bravo avec Earthquake c'est un petit peu comme des meufs qui sont bof mais qui traînent avec des moches pour faire genre elles sont belles. Un commentaire j'ai envie de dire plein de bon sens, vérifié depuis Mathusalem, mais qui est plutôt habituellement dit par des commentateurs heal. Dans ce combat c'est la première fois que Earthquake va tomber au sol. Et c'est une configuration tout à fait classique des matchs de Hogan. Hogan se défait d'une prise de l'ours, de finish. D'ailleurs, dans la prise de l'ours, il arrache la chemise de l'arbitre en le tirant vers lui. Vraiment complètement éclaté en lambeaux, la chemise là. Et pour ce qui est de la configuration classique du match de Hogan, eh bien, il fait son All Cup traditionnel, non pas après un, mais 2 finishes. Merci le respect pour Earthquake. Comme d'hab, le Big Boot, le Body Slam, le Leg Drop. Mais c'est pas là-dessus qu'il remporte le combat. Parce qu'après, Jimmy Hart va intervenir, les 2 hommes sont à l'extérieur du ring. Finalement, Hogan fait un body slam à nouveau Earthquake sur une table qui glisse un petit peu, mais qui va lui permettre de remonter dans le ring et de ne pas être compté à l'extérieur. Et il gagne le combat non pas par pinfall, toujours pour protéger Earthquake, mais par décompte extérieur. Ensuite, il y a toujours du rififi, des machins. Big Boss Man va prendre, pas une chaise, mais vous savez, un mini escabeau là, avec 2 marches, pendant que Earthquake tient Hogan comme ça là, en prise de l'ours. Il va lui éclater l'escabeau dans le dos. Earthquake ne bouge pas, mais il le frappe d'une violence. Il a le dos immédiatement violet. On voit des traces, mais qui sont absolument horribles. D'ailleurs, après, il y aura une promo dans les vestiaires où on voit en gros plan le dos de Earthquake. C'est tuméfié, c'est une horreur. Et pourtant, le mec, il bronche pas d'1 millimètre, quoi. Donc voilà, grosse ambiance. Je veux dire, quand Hogan arrive, la foule éclate. Enfin, c'est la folie absolue. Mais le match en lui-même, il est mauvais. Le finish, bon bah, il peut se comprendre, comme je l'ai dit, pour protéger Earthquake, pas qu'il perde avec les épaules rivées au sol. Et d'une certaine manière, mais j'ai envie de dire merci à Dino Bravo et au Bossman qui ont réussi à, comme ça, faire des petites conneries autour du ring pour donner un petit peu de rythme et un petit peu de vie à ce match qui en manquait cruellement. Et ensuite, c'est le main event, le match en cage pour le titre de la WWE entre Rick Rude et l'Ultimate Warrior. 10 minutes, 2 points de suture. Et d'ailleurs, j'avais pas capté qu'il y avait un problème de droit sur la musique de Rick Rude, parce que là, il vient avec un remix un petit peu langoureux, là, comme ça, de sa musique. Je l'ai pas capté dans les shows précédents, je sais pas. Donc en 1989, l'année dernière, il y avait déjà un grand match entre les deux pour le titre intercontinental, franchement un match formidable que vous retrouverez. Ici, c'est moins formidable, mais comme c'est plutôt court, j'ai envie de dire, 10 minutes, l'année dernière c'était beaucoup plus, je crois 15 ou 16, on sent que ça peut finir à tout instant. Donc il y a une certaine urgence dans le truc. Tout le monde saigne, pour le Warrior ça le fait pas trop, parce qu'on sait pas trop si c'est du sang ou du maquillage. Et oui, comme je l'ai dit, c'est moins excitant qu'en 1989, et finalement, le Warrior va gagner en sortant de la cage, après avoir porté son Military Press sur Rick Rude, qui reprend malgré tout un petit peu ses esprits, mais de manière trop lente, et ça va laisser suffisamment de temps au Warrior pour sortir de la cage et remporter le combat. Grosse pop de la foule, mais pas le truc incroyable comme c'était le cas l'année dernière. Et c'est là-dessus qu'on termine ce pay-per-view qui était, oui, comme je vous l'ai dit au début, moyen. Regardez peut-être le match en cage, car c'est un match historique que j'avais déjà vu dans certains magazines quand j'étais petit. Et sinon, le match par équipe, à 3 tombées. Sinon, franchement, tout est à mettre à la poubelle. Même, je pensais pas le dire, même Macho Man contre Dusty Rhodes en pay-per-view 1 contre 1 à la WWE. Le match, c'est de la merde. Voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la clinique. Vous l'avez vu en intro, vous savez ce qui arrive dès demain. D'ici là, comme toujours, gardez la passion et n'oubliez pas de regarder du catch 24 h sur 24. Bye bye.